Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde le jeu Alone, un jeu publié en 2018 chez Horrible Games, qu'on voudrait d'ailleurs remercier de nous avoir envoyé cette copie de Alone, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Andrea Crespi et Lorenzo Silva. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 60 à 90 minutes. Le but du jeu va dépendre de qui on incarne dans le jeu. En fait, on est dans un univers un peu d'horreur, de science-fiction qui me fait penser un peu au film Alien ou au jeu vidéo Dead Space, où un joueur va incarner un survivant qui est sur la base spatiale et qui va tenter de faire une mission pour l'emporter, alors que les autres joueurs vont incarner des masterminds extraterrestres qui vont faire tout le possible pour tuer le héros, dans le fond, en envoyant leurs sbires, leurs minions extraterrestres pour pouvoir l'attaquer et ainsi gagner la partie. Donc une twist 1 contre tous qui est comme un peu inversé. Habituellement, celui qui est tout seul, c'est le méchant, mais dans ce jeu-là, celui qui est tout seul, c'est le gentil qui fait sa mission et les autres vont tenter de le tuer. Donc c'est un jeu un peu d'exploration de donjons. On va avoir un plateau modulaire que le héros va explorer. Donc le héros n'a pas accès à la carte de la station spatiale, alors que les masterminds vont avoir un écran et vont avoir des informations cachées de l'autre côté de l'écran, comme toute la carte au complet, et ils vont planifier, vont placer des pièges, vont positionner leurs monstres, les faire avancer pour essayer de faire des embuscades au héros. Donc ils vont essayer d'être très opportunistes pour essayer d'arrêter le héros. On a une gestion de cartes que les masterminds vont devoir faire. Donc ils vont jouer des cartes, ils vont interrompre en fait les tours de jeu du héros. Donc quand le héros va jouer une action, ils vont pouvoir aller l'interrompre en jouant certaines cartes pour l'attaquer, déplacer des monstres, faire différents effets. Alors que le héros lui va tenter d'explorer, de s'équiper, trouver des objets, des armes et essayer de réussir sa mission. On a un système de combo aussi à l'intérieur du jeu qui est fait avec des dés. Donc c'est un jeu très Ameritrash, une expérience très thématique avec quand même une bonne dose de hasard. Alors Alone, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Donc un joueur incarnera le héros et un autre joueur incarnera le mastermind extraterrestre. On va commencer par installer le joueur qui va jouer le héros. Donc il va prendre le plateau du héros qu'il va placer sur la table devant lui. Ensuite, parmi les 4 héros, il va s'en choisir un. En fait, il va choisir la combinaison de son héros. On pourrait prendre par exemple le capitaine et on va le placer à son endroit sur le plateau. Et on va remettre les autres rôles pas très loin parce qu'on pourrait les utiliser sous forme de compagnons pendant la partie si on les trouve à l'intérieur de notre mission. On va donner au héros les 4 cartes d'aide de jeu qui sont aussi recto verso, donc il y a beaucoup d'informations sur ces aides de jeu. Et on va commencer par se choisir une difficulté, donc on a 4 niveaux de difficulté pour la partie. Donc on pourrait faire une partie exemple à normal, donc on va aller prendre le jeton jaune qu'on va placer sur notre héros pour se rappeler qu'on joue avec une difficulté de normal. L'autre jeton pour les 2 dernières difficultés, on peut le remettre dans la boîte de jeu. Le héros a 2 pistes de vie. En fait, on a les cœurs pour la santé et on a le petit cerveau pour la santé mentale. On va commencer à 12 sur chacune des pistes. Donc, avec les petits marqueurs ici, le cerveau à 12 sur la piste de santé mentale et le petit cœur à 12 sur la piste de santé. On a aussi des marqueurs de tours qu'on va venir placer sur les différents carrés là, ici en haut de notre plateau. Donc, chaque ronde de jeu va avoir 8 tours de jeu. Et à chaque fois qu'on va commencer un tour de jeu, on va pouvoir le retourner ce jeton-là et ensuite effectuer l'action de notre choix. Le marqueur de ronde, lui, il va être placé entre les 2 pistes de vie et de cerveau. Donc, lui, il va s'en aller vers la gauche. Plus on va avancer dans les rondes de jeu dans la partie. Et s'il atteint la dernière case, on va passer en mode cauchemar. Donc, les monstres, on va retourner la carte sur le côté. Les monstres vont devenir beaucoup plus forts et ça va devenir très difficile pour le héros de l'emporter. Notre héros va prendre aussi le petit tray avec les différents jetons qu'il va utiliser. Donc, on a les marqueurs ici
qui sont des marqueurs un peu tout usage qu'on utilise pour les objets et qu'on peut utiliser pour se faire une carte sur notre radar. On va avoir les jetons pour bloquer des portes, des jetons de lumière et on va avoir les jetons d'adrénaline. Et on va prendre justement 3 jetons d'adrénaline pour mettre ici dans notre réserve d'adrénaline au début de la partie. On va mélanger la pioche de cartes objet qu'on va placer à côté de notre plateau. Et selon la difficulté qu'on a choisie, on va commencer avec un certain nombre d'objets. Donc ici, une partie anormale, j'aurai un objet au hasard. Donc on va piocher la première carte d'objet et on va la révéler sur la table. Lorsqu'on gagne un objet, on va placer 3 jetons de marqueur sur l'objet. Donc on peut utiliser l'objet jusqu'à 3 fois avant d'avoir à le défausser. Maintenant, c'est le temps de choisir nos missions. Donc, on va se faire un petit peu de plastique en enlevant les aides de jeu. Donc, on va avoir 3 sortes de missions. Donc, on a les missions de base, on a les missions vertes et les missions bleues. Donc, le joueur va piocher une mission de chacune des couleurs de départ. On va regarder que les missions ne se déroulent pas dans la même salle. Donc, on va regarder les icônes tout simplement en haut des cartes de mission. Donc, ici, on est correct. On a une mission dans le laboratoire, puis une mission dans la salle de ventilation. Et on va piocher aussi une mission finale, qui est la mission rouge, qui doit aussi être dans une autre salle que les 2 missions de départ. Donc, ici, on a la salle de contrôle avec le petit symbole de Wi-Fi. Donc, j'ai 3 missions dans 3 salles différentes. Donc, j'ai pas à repiocher de nouvelles missions. On va aller indiquer les salles de nos missions sur notre plateau à l'aide de ces 3 jetons. Donc, on a un jeton de la couleur de chacune des missions. Donc, ma mission bleue se fera dans le laboratoire. Donc, le laboratoire, il est ici. Donc, ici, on va se le rappeler qu'un aide visuel. La mission verte dans la salle de ventilation. Et ma mission finale dans la salle des commandes. Donc, le joueur, pour gagner la partie, devra faire sa mission finale. Par contre, avant de faire la mission finale, on doit obligatoirement faire une des 2 missions de départ pour pouvoir avoir accès à notre mission finale. La mission bleue va commencer avec une condition spéciale, donc il va modifier les règles de certaines actions. Ici, c'est l'action d'exploration. Lorsque je vais faire l'action d'exploration, le joueur qui est le méchant mastermind va pouvoir lancer les dés et va pouvoir ignorer de me dire certaines informations. Donc, tant que cette mission-là n'est pas faite, on va avoir cette règle-là en jeu. Alors que la mission verte, elle, si je la réussis, ben là, on va avoir quelque chose qui va se passer. Elle va nous permettre de retirer un certain nombre de jetons de danger qui seront sur le plateau. On n'est pas obligé de faire les 2 missions de départ pour avoir accès à la mission finale. Donc seulement lorsque une des 2 sera faite, on pourra débarrer la mission finale et avoir accès pour essayer de la faire. Et si le héros réussit à faire sa mission finale, il va automatiquement gagner la partie. Pour notre joueur qui joue le méchant mastermind extraterrestre, il va s'asseoir en face du joueur qui incarne le héros et il va placer devant lui son écran pour cacher des informations au héros et aussi on a plein d'aides de jeu qui sont sur l'écran directement pour le joueur méchant. On va ensuite fabriquer la carte qu'on va utiliser pour la partie. Donc le joueur qui incarne le méchant va prendre les 2 plateaux de cartes et va les placer dans le sens qu'il veut. Et les plateaux sont aussi recto-verso pour faire différentes combinaisons de stations spatiales. Donc le joueur qui joue le méchant va toujours avoir accès à la carte complète des 2 étages de la base spatiale. On va placer les jetons d'escalier sur la carte. Donc on va avoir l'escalier vert qui va être relié à l'escalier vert de l'autre étage. Et on va avoir l'escalier jaune qui va être relié à l'autre escalier jaune. Donc on a les 2 étages qui sont un par-dessus l'autre. On va prendre les tuiles de salle et on va les placer aléatoirement dans chacune des salles qui sont les grands carrés là, sur la carte. On va avoir 4 salles par étage. Lorsqu'on a terminé de les placer de façon aléatoire, le joueur qui incarne le méchant a le droit d'échanger la place de 2 salles pour pas que les salles, les missions soient trop près les unes des autres. Donc on sait qu'on a la mission bleue qui est dans le laboratoire, on a la mission verte dans la salle de ventilation et la mission finale dans la salle des commandes. Donc ici, on sait que ces 2 pièces-là sont quand même relativement près les unes des autres. Donc on pourrait, par exemple, changer le laboratoire et le placer à cet endroit-là pour que les 2 pièces soient éloignées les unes des autres. On va placer à côté de nous le tray avec les différents jetons qu'on va utiliser de notre côté. Donc on a les jetons danger qui sont en grande quantité et les autres jetons dont les jetons de monstres qu'on va pouvoir placer sur la carte pour essayer de faire des embuscades à notre héros. On a aussi des jetons d'escalier et de lumière qu'on va pouvoir placer sur le labyrinthe qui sera la carte où le héros va se déplacer.
On va aussi placer à côté de nous toutes les tuiles qui représentent les corridors et les différentes salles qu'on va pouvoir utiliser pour fabriquer le labyrinthe pour que les héros se promènent à l'intérieur. On va aussi avoir des jetons de porte qu'on va utiliser pour placer sur le labyrinthe. Le joueur qui joue le méchant va aussi décider de l'emplacement de départ du héros sur un des 2 étages, dans un endroit qui est un corridor, donc il ne peut pas commencer dans une pièce. Donc je pourrais décider de le placer ici. Donc il va commencer la partie dans ce petit corridor. Le joueur va se choisir 2 des 4 paquets de cartes réactions qu'il va utiliser pendant la partie. On peut les déterminer aléatoirement comme on peut les choisir. Donc on va décider d'utiliser les cartes rouges et les cartes vertes. On va les placer à côté pour se faire 2 pioches et le joueur va piocher un certain nombre de cartes selon le nombre de joueurs méchants qu'on a dans la partie. Dans notre exemple, comme on a un seul joueur méchant, il va piocher un total de 10 cartes pour se faire une main carte. Et il peut piocher des cartes dans les 2 pioches. Donc je pourrais décider de me faire une main carte avec 5 cartes de chaque couleur là, pour débuter la partie. Donc, je vais prendre 5 cartes vertes et 5 cartes rouges. Donc ce sera ma main de départ pour mes cartes réaction. On peut placer les figurines de nos monstres derrière l'écran. Donc on a les spores. On a ici les parasites qui sont les monstres niveau 2. On a ensuite niveau 3 les cultistes. Niveau 4, ce sont les hybrides et les monstres les plus forts. Le niveau 5, ce sont les vers. Et on a les statistiques de nos 5 sortes de monstres là, sur notre écran. Ici dans la zone verte et on a la zone mauve quand on tombe en mode cauchemar. Le joueur peut ensuite placer 2 monstres sur la carte dans des endroits où il y a les objectifs ou des endroits qui sont adjacents où il y a nos objectifs. Donc je vais prendre des jetons pour placer les monstres sur ma carte. Donc je pourrais placer un spore ici et je pourrais placer un hybride ici. Ensuite je vais pouvoir les faire déplacer dans l'ombre pour essayer d'aller faire une embuscade au héros. On va aussi placer 2 jetons de danger sur chacun des étages. Donc je vais placer un jeton de danger ici dans la pièce où il y a la mission, un jeton de danger ici, je vais en replacer un sur l'autre étage et un ici sur les escaliers. On a toujours un maximum de 8 jetons de danger par étage et un maximum de 4 monstres par étage en tout temps pendant la partie. Entre les 2 joueurs, on va garder un espace pour construire le labyrinthe avec les tuiles pour représenter la base dans laquelle le joueur va se promener. On va placer la boussole premièrement dans le même sens que la carte ici de notre joueur héros. Ensuite, on va placer la première tuile qui est la tuile de départ choisie par le joueur qui joue le méchant. Donc c'est la pièce de départ de mon héros. Les tuiles sont recto verso, on a un côté illuminé et un côté dans la noirceur. Donc les pièces vont débuter dans la noirceur et le héros devra prendre des actions pour pouvoir faire allumer les lumières. On va placer la figurine du héros sur sa case de départ et on va placer entre les 2 joueurs les dés qu'on utilisera pour les combats. Et on est prêt à commencer la partie. Une partie de Hollande se joue en plusieurs rondes et chacune des rondes se joue en 8 tours de jeu. À chacun des tours de jeu, le joueur qui incarne le héros va aller exécuter une action pour pouvoir progresser dans sa mission et essayer d'aller réaliser ses objectifs. Lorsqu'il aura réalisé une de ses missions de départ, il pourra débloquer sa mission finale et s'il réussit à compléter sa mission finale, il va remporter la partie. Pour notre joueur qui se cache derrière l'écran, notre joueur qui incarne le méchant mastermind extraterrestre, son but sera tout simplement d'envoyer ses minions pour pouvoir abattre le héros et le tuer pour ainsi remporter la partie. Au début d'un tour de jeu, le joueur qui incarne le héros va retourner un jeton tour de jeu de l'autre côté et ensuite va se choisir une action à exécuter. Donc il peut faire des actions de déplacement, d'exploration, de combat, de localisation, de scavenge ou d'interaction, qui lui permettront de progresser et éventuellement d'aller faire ses missions pour pouvoir remporter la partie. Lorsqu'il a terminé son action, le joueur qui incarne le méchant peut décider de venir jouer des cartes de réaction pour pouvoir faire apparaître des nouveaux monstres sur la carte ou déplacer ces monstres pour essayer de venir tuer le héros. Par la suite, on passerait à un autre tour de jeu et le joueur qui incarne le héros va retourner un autre jeton et continuer ainsi de suite jusqu'à temps que les 8 tours de jeu soient passés et qu'on arrive à la fin d'une ronde. La première action est l'action de déplacement. Donc le joueur qui incarne le héros va annoncer son déplacement dans quelle direction. Donc si j'ai 2 directions, je pourrais aller vers le nord ou je pourrais aller vers l'ouest. Donc je pourrais choisir d'aller vers l'ouest. Donc c'est un endroit que je n'ai pas exploré encore. Donc il y a des risques de rencontrer des monstres et que ça nous fasse peur. À ce moment-là, le joueur qui incarne le méchant va
mettre à jour le labyrinthe. Donc, va aller placer la nouvelle tuile. Va déplacer ma figurine de héros. Il va aussi mettre à jour la carte derrière son écran en déplaçant le jeton de héros. Et si jamais il y a d'autres sortes d'informations sur la case, donc s'il y avait un jeton de danger, il placerait un jeton de danger sur le labyrinthe pour l'indiquer au héros. Si jamais il y avait une porte au bout de cette pièce pour mener à une des pièces, on va indiquer aussi avec une porte. S'il n'y a pas de porte, c'est qu'on est encore dans les corridors. Si jamais il y a un monstre dans la pièce qu'on vient de rentrer, on va aussi placer sa figurine. Et s'il y a un monstre, on va perdre de la santé mentale. Donc ici, le vert, on l'avait pas vu, on n'avait pas pris le temps d'explorer. Donc on va aller perdre 2 de santé mentale, comme c'est un gros monstre qui nous fait peur, tel qu'indiqué sur la fiche, donc avec dans la colonne du cerveau. Donc il fait 2 de santé mentale quand il nous fait peur. Donc c'est un désavantage de ne pas avoir exploré. Donc, mais ce n'était pas le cas présentement. Là, il n'y avait pas de monstre dans cette case. Et si jamais aussi on arrive à un endroit qui a un escalier, on va placer un jeton, ou s'il y a un terminal pour allumer les lumières, on va placer ce jeton aussi, qui serait possible que l'on rencontre. Mais là, présentement, il n'y avait rien dans cette pièce-là. Il y avait seulement la tuile qu'on va mettre à jour. Si on est sur un endroit où il y a un monstre et qu'on fait une action de déplacement pour se sauver de ce monstre-là, le monstre va avoir une attaque d'opportunité. Donc on va lancer un dé par monstre qu'il y a sur la tuile qu'on fuit. Et pour chaque symbole de cible, on va subir une blessure. Donc ici j'aurais une blessure physique sur l'échelle des cœurs. Si jamais la salle était dans la lumière, donc on avait réussi à allumer les lumières dans cette salle-là, et qu'il y a le monstre et que je décide de m'enfuir, le monstre va avoir une pénalité sur son attaque d'opportunité, donc on va enlever un dé à cause de la lumière. Donc là, un dé moins un dé, donc il n'y aura aucun dé qui va être lancé pour l'attaque d'opportunité. Donc les monstres n'aiment pas vraiment la lumière, et la lumière sera un très bon allié de notre héros. Au lieu de se déplacer à l'aveuglette, notre héros aurait pu, au lieu de se déplacer, faire une action d'exploration. Lorsqu'il va effectuer une action d'exploration, il va choisir une des directions visibles, donc encore une fois le nord ou l'ouest. On va choisir l'ouest. À ce moment-là, le joueur qui joue le méchant va lui montrer les 2 prochaines salles. Donc, il va faire apparaître cette salle-là avec son action d'exploration et la salle qui est ici. Et on va aussi avoir une belle porte au bout pour montrer qu'il y a une salle. Ensuite, s'il y a des jetons de danger dans les salles qu'on a révélées, le joueur peut décider d'enlever un jeton de danger comme il a fait l'action d'exploration. Et si jamais il y avait des monstres, bien, ces monstres-là seront apparus déjà. Donc je ne perdrai pas de santé mentale si j'avance pour venir le combattre comme il est déjà révélé. Si on fait l'action d'exploration sur un endroit où il y a un escalier pour explorer l'autre étage qui est au-dessus de nous, à ce moment-là, on va révéler seulement une pièce au lieu de 2 avec notre action d'exploration. La troisième action est l'action de combattre. Donc, si le héros est en présence d'un ou plusieurs monstres, il peut faire une action pour combattre. Quand il combat, il va lancer 2 dés de base. Et si jamais il a des armes ou des bonus avec ses cartes d'objets, il va lancer plus de dés. Donc, il va lancer les dés. Pour chacune des cibles obtenues, il va infliger 1 point de dégâts au monstre. Donc, si j'infligerais 2 points de dégâts, on va regarder sur l'aide de jeu. Donc, ici, on a un vert. Et pour les points de vie, c'est écrit 2/2. Ça veut dire qu'on doit lui infliger 2 blessures pour son premier point de vie et 2 autres blessures pour son deuxième point de vie. Donc si j'aurais réussi à le blesser, à lui enlever son premier point de vie, alors le joueur qui joue le méchant va mettre à jour derrière son écran le jeton de ce monstre pour indiquer qu'il est blessé. On a aussi d'autres symboles sur le dé. Donc on a un miss qui est une espèce de croix comme ça. Donc c'est un coup qui est raté. Et on a le point d'exclamation comme ça qui est un symbole neutre qui dans certaines circonstances va compter comme un hit. Pour le héros, si le héros se bat dans un endroit qui est illuminé, donc il y a de la lumière, à ce moment-là, les points d'exclamation vont devenir des hits, donc ça serait 2 hits ici, et j'aurais infligé 1 point de dégâts au vert. Lorsque mon tour est terminé, si jamais il y a des monstres dans la même case que le héros, les monstres vont pouvoir attaquer gratuitement le héros. Donc on va regarder la deuxième statistique qui est l'icône de dés pour savoir combien de dés ils doivent lancer. On a aussi 2 chiffres. Le premier chiffre est le nombre de dés qu'ils lancent dans la noirceur. Donc le vert lance 3 dés dans une tuile dans la noirceur. Et ici 0 dans la lumière. Donc s'il y a de la lumière, mon vert ne peut pas attaquer, il est trop affaibli. Mais par contre, si la tuile était dans la noirceur, à ce moment-là,
Le vert va lancer, lui, 3 dés. Et chacune des cibles sera un hit. Si jamais on a... Bon, ça c'est des miss. Si j'avais le symbole neutre, donc pour les monstres, le symbole neutre, c'est lorsqu'il y aura des jetons de danger. Donc s'il y a un jeton de danger sur la pièce où je me bats, ben ces symboles-là seront aussi des hits. Donc si j'aurais fait 2 hits à mon héros, le héros va perdre 2 sur son échelle de cœur. Au tour suivant, si le héros continue de le combattre, de l'attaquer et qu'il réussit à faire 2 autres hits pour faire son deuxième point de dégâts, à ce moment-là, le vert sera vaincu. On va enlever sa figurine, on va enlever le jeton aussi derrière l'écran pour mettre à jour la carte et le héros va gagner de l'expérience. Donc ici, on a de l'expérience en battant les 5 types de monstres qu'on retrouve dans la partie. Donc on va gagner un premier point d'expérience ici pour les verts. On va placer un jeton bleu. Le premier point d'expérience ne donne rien en tant que tel, mais si je tue un autre vert pendant la partie, on va le retourner de l'autre côté, du côté vert, et à ce moment-là, le héros va gagner une habilité pour le reste de la partie. Donc il aura possibilité de gagner 5 habiletés là, pendant la partie en combattant des monstres. Donc habilité en tuant des vers, lorsque je vais perdre des points de vie, je peux forcer mon adversaire à relancer un de ses hits. Pour l'habilité ici des hybrides, lorsque je combats, je peux relancer un miss. L'habilité des cultistes, on va augmenter l'action scavenge, on va piocher une carte d'objet supplémentaire lorsqu'on va la faire. Pour ces monstres-là, on va augmenter la capacité de notre réserve d'adrénaline. Et pour les sports, donc ça c'était les parasites, pour les sports, on va, quand on va perdre de la santé mentale, on peut forcer l'adversaire à relancer un de ses hits. La quatrième action est l'action de localisation. Le héros va se choisir 2 cibles. Il pourrait choisir une pièce spécifique de la base, il pourrait choisir un type de monstre, choisir un escalier, et ensuite le joueur qui incarne le méchant va compter à combien de cases le héros est de cet objectif-là ou de cette salle-là et va lui dire la route la plus courte possible se fait en combien de cases. Donc le joueur pourrait choisir par exemple le laboratoire et la salle de ventilation, comme ce sont les 2 pièces où il y a ces missions de départ. Alors notre héros est ici, donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases de la pièce de ventilation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'autre côté. Donc c'est la route la plus courte. Donc on va indiquer au joueur que la salle de ventilation est à 7 cases et qu'elle se trouve sur le même étage qu'il est présentement. Alors que le laboratoire, lui, est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cases du héros, mais il est situé sur l'autre étage, donc on va l'indiquer au héros aussi qu'il est sur le 2e étage. La 5e action est l'action de Scavenge, qui permettra au héros de fouiller la pièce dans laquelle il se trouve pour trouver des cartes d'équipement qui l'aideront à combattre les monstres et à survivre dans sa mission. Donc si je fais l'action Scavenge dans un corridor, on va piocher tout simplement une carte d'équipement qu'on va ajouter là, dans notre zone de jeu. Par contre, si je fais l'action de Scavenge une fois que je suis dans une pièce, donc une des pièces de la station, on va piger à ce moment-là 3 cartes d'équipement lorsqu'on est dans une pièce pour les ajouter dans notre zone de jeu. Par contre, lorsqu'on va fouiller une pièce, on peut seulement le faire on peut fouiller en fait une fois chacune des pièces de la base. Donc on va aller prendre un marqueur pour indiquer qu'on a déjà fouillé cette pièce-là, le dortoir, et qu'on ne pourra plus aller le fouiller de la partie. Chacune des nouvelles cartes d'équipement piochées va avoir 3 jetons de charge. Donc pour la majorité des objets, on peut les utiliser 3 fois. Et après avoir fait notre action de Scavenge, on va pouvoir aussi faire une action gratuitement qui est l'amélioration. Donc on va pouvoir améliorer les cartes d'équipement que nous avons en utilisant les charges des autres objets selon leur type d'objet. Toutes les cartes d'objets sont de 3 types. On a d'abord les objets mécaniques avec la petite vis, les objets chimiques avec les prouvettes et les objets électriques avec la petite puce ici informatique. On a aussi en bas des améliorations qui vont représenter les 3 mêmes icônes, donc des améliorations électriques, des améliorations mécaniques ou des améliorations chimiques. Donc par exemple, si je veux upgrader mon jetpack, je dois utiliser une charge d'un objet qui est de source chimique. Donc je pourrais utiliser une charge de ma grenade pour pouvoir débloquer l'habilité ici de mon jetpack qui me permet de faire une attaque gratuite lorsque j'ai fait mon déplacement de 2 avec mon jetpack. Mon jetpack a toujours 3 charges, fait que je vais pouvoir l'utiliser 3 fois et je vais avoir gagné cette habileté spéciale. Quand je fais l'action d'amélioration, je peux améliorer plusieurs objets. Donc je pourrais utiliser par exemple mon Quantic Visor pour donner l'habileté de mon armure ou utiliser mon armure pour débarrer l'habileté de mon viseur.
On a ensuite l'action d'interaction qui peut me permettre de réaliser la plupart de mes missions. Donc, je dois trouver la pièce en conséquence et faire l'action d'interaction pour accomplir la mission. Et on a aussi les terminaux de lumière qu'on peut faire une action d'interaction pour les utiliser et allumer la lumière de 2 pièces adjacentes dans une direction. Donc, je pourrais utiliser mon action d'interaction sur le terminal et je pourrais éclairer les 2 pièces suivantes à ce moment-là. On va les retourner du côté lumière. On peut aussi faire ça pour explorer, donc je pourrais envoyer la lumière de l'autre côté dans un endroit que je n'ai pas exploré et à ce moment-là, on placerait la salle en conséquence. Donc ce serait une belle salle ici qui serait illuminée et si jamais il y a des monstres qui étaient à l'intérieur, ils seront aussi révélés et on n'aura pas de surprise lorsqu'on va rentrer dans cette pièce. Lorsque des pièces vont être illuminées dans le labyrinthe, le joueur qui incarne le méchant va mettre à jour sur sa carte en plaçant des petits jetons de lumière pour indiquer les pièces où il y a de la lumière présentement. À la fin d'un tour de jeu, si un monstre est dans une case où il y a de la lumière, on va considérer qu'il va attaquer les lumières. Donc on va retourner la pièce dans le noir tout simplement et on va retirer le jeton de lumière derrière l'écran. Certaines missions peuvent donner une récompense et on peut avoir pendant la partie des compagnons qui vont se joindre à nous pour notre mission. Donc les compagnons sont les cartes de personnages, donc de l'autre côté on a la version compagnon et lorsqu'on gagne un compagnon on va placer 6 jetons de charge sur celui-ci. Donc on va pouvoir utiliser son habileté 6 fois pendant la partie. Ici j'ai le médic par exemple, à chaque fois que je vais me faire perdre des points de vie dans un combat, on peut utiliser une charge pour faire relancer 2 hits au joueur qui incarne le méchant. Le joueur, lorsqu'il va être attaqué, donc le joueur méchant peut décider d'attaquer notre héros, mais peut aussi décider d'attaquer le compagnon à la place. Et s'il attaque le compagnon, bien, au lieu qu'on perde des points de vie sur notre échelle de cœur, on va enlever des jetons de charge sur le compagnon. Et lorsque le compagnon n'aura plus de jetons de charge sur sa carte, il sera défaussé. Notre héros a aussi une réserve d'adrénaline qu'il pourra utiliser pour réaliser 2 choses. Lorsqu'il va commencer un nouveau tour de jeu, il peut décider de placer un jeton adrénaline pour gagner une nouvelle action. Donc il va exécuter 2 actions dans ce tour-là en utilisant un jeton d'adrénaline. Ou il peut le mettre de l'autre côté pour tout simplement se soigner une blessure de cœur ou une blessure de cerveau sur son échelle de points de vie ou de santé mentale. Il est à noter qu'on ne peut pas se guérir plus haut que l'endroit où est placé le marqueur de ronde. Donc rendu à la 2e ronde, mais que je ne pourrais pas me guérir en haut de 8. Je peux être à 10, mais à ce moment-là, je ne pourrais pas me guérir à 11. Donc on est toujours limité à l'endroit où le marqueur de ronde est rendu. Pour montrer un peu le stress et l'escalade pendant la partie. On pourrait utiliser 2 jetons d'adrénaline dans un tour de jeu, donc un pour avoir une action supplémentaire et un pour se soigner, mais on ne pourrait pas en utiliser 2 pour faire la même action. Donc 2 pour se soigner, on n'a pas le droit, ou 2 pour avoir des actions supplémentaires, on n'a pas le droit. Donc on peut faire soit les 2, soit un ou l'autre avec nos jetons d'adrénaline et on en gagnera à la fin d'une ronde de jeu. Donc on doit les garder pour nos 8 tours de jeu dans la ronde. Lorsque mon héros a terminé de jouer son tour de jeu, donc le joueur qui incarne le méchant peut décider de jouer ses cartes de réaction pour les placer sur la piste du plateau du héros. Donc on a un certain nombre de cartes qu'on peut jouer pendant la ronde. Donc le joueur a le droit de jouer 1 ou 2 cartes réaction à la fin d'un des tours. Donc la première carte, il doit la jouer en fait debout. Et s'il décide d'en jouer une deuxième, il va devoir la jouer couché, donc prenant ici 3 espaces sur sa piste de réaction. Si on décide d'en jouer seulement une par tour, on va pouvoir les jouer debout à ce moment-là. On peut jouer les cartes de 2 façons, donc on peut faire les actions générales. Pour faire une action générale, on va mettre n'importe quelle carte face cachée. Donc je pourrais placer cette carte-là au premier endroit pour faire une réaction et je peux décider de faire apparaître un monstre dans ma carte. Donc je vais prendre un jeton de monstre à ce moment-là et je vais le placer à la distance minimum demandée ici par la carte, donc la petite flèche. Donc si je veux placer ici un sport, donc je dois le placer au moins à 3 cases de mon héros. Donc mon héros est ici, donc je pourrais le placer à 3 cases de lui à ce moment-là au minimum. Lorsqu'on fait apparaître un monstre, on va aussi indiquer au héros d'où vient le bruit. Donc il entend un bruit pour dire qu'il y a un nouveau monstre qui est apparu. Donc comme mon héros est ici, le bruit proviendrait du nord. Donc on dira au héros, tu entends un bruit qui provient du nord. Donc ça veut dire qu'un nouveau monstre est apparu à cet endroit-là. Si je décide de jouer une deuxième carte dans le même tour de jeu, je la placerai couchée ici. Et deuxième action générale qu'on peut faire, c'est de déplacer un monstre dans la carte de une case. Donc je pourrais rapprocher ici mon monstre, le rapprocher de mon héros pour éventuellement aller l'attaquer.
On passe donc au prochain tour du héros qui va retourner son jeton de tour de jeu, qui va ensuite faire une action, on va décider de faire une action de déplacement, s'en aller ici. Et mon joueur méchant va décider de jouer une carte réaction face visible. Pour jouer une carte face visible, premièrement, on doit l'activer seulement si le héros effectue l'action inscrite sur la carte, donc ici l'action de déplacement, et je vais pouvoir activer le monstre qui est inscrit sur la carte, qui est le vert. Donc avec cette carte-là, je peux déplacer un vert de une ou deux cases, donc je pourrais m'en venir sur la case du héros. Comme le héros avait déjà exploré cette case-là, il savait que le vert était là, il n'est donc pas surpris et il n'aura pas de jet de santé à faire. Je me suis trompé tout à l'heure, lorsqu'on a un jet de santé à faire, on va lancer des dés selon le chiffre indiqué sur la carte. Donc le vert aurait lancé 2 dés. Et pour chaque hit, là, on aurait perdu un point de santé mentale, mais on ne le fera pas, on le fera pas ici parce que le vert était déjà exploré, qu'on savait qu'il s'en venait. Comme c'est la fin du tour, le vert va pouvoir faire son attaque, donc il va pouvoir lancer ses 3 dés et ici, il a seulement un hit à faire au héros qui va perdre un cœur. Si jamais on avait eu un jeton de danger sur cette pièce, on voit qu'en bas, on a une icône de danger sur la carte, donc le vert aurait eu une habileté spéciale, il aurait pu relancer ses miss une fois, donc il aurait pu relancer ses 2 miss et avoir encore 2 miss, donc le héros est quand même vraiment chanceux. Et on va continuer ici à enchaîner des tours de jeu, le héros continue à prendre des actions et va continuer, le méchant va aussi continuer à faire des interruptions et lorsqu'on va arriver à la fin du 8e tour de jeu, on va passer à la fin de ronde. Donc pour terminer la ronde, la première chose qu'on va faire, c'est regarder les icônes de danger ici sur la piste de réaction. Donc on voit que j'ai 2 symboles de danger, donc le joueur méchant va se prendre 2 symboles de danger qu'il va placer de côté et qu'il va pouvoir placer tout à l'heure sur sa carte. Ensuite, il va défausser toutes les cartes réaction qu'il a utilisées dans cette ronde, donc il va se faire des défausses pour chacune de ses couleurs de cartes. On va ensuite retirer les tuiles du labyrinthe que le héros ne pourra plus voir. Donc on va seulement garder la tuile où il y a le héros, les tuiles adjacentes ou les tuiles illuminées dans sa ligne de vue. Ça veut dire qu'on va enlever la pièce qui est ici, elle n'est plus en vue du héros, et on va enlever aussi cette pièce-là. Donc, on doit avoir un aspect un peu de mémoire, se souvenir un peu comment le labyrinthe est composé, parce qu'à la fin de chaque ronde, on va être restreint à la tuile où on est et les tuiles adjacentes. Le héros va remplir sa réserve d'adrénaline. Il va sûrement avoir utilisé son dernier point avant la fin de la ronde. Donc on va regarder ces 2 pistes de vie et de santé mentale et on va regarder la plus basse des deux, donc c'est la piste de vie. Et on va regarder le chiffre au milieu qui serait un 4. Donc il va gagner 4 jetons d'adrénaline dans sa réserve qu'il aura pour la prochaine ronde. On va aussi retourner les tuiles de tour de jeu de leur côté face visible pour la prochaine ronde. Ensuite, notre joueur qui joue le méchant va pouvoir piocher des cartes pour remonter sa main à 10 cartes. Donc ici, il en reste 4. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il peut encore choisir dans les 2 couleurs de cartes qu'il a pour la partie. Le méchant va prendre les jetons danger qu'on avait mis de côté et va pouvoir aller les placer sur sa carte. On rappelle qu'il ne peut pas avoir plus de 8 jetons de danger par étage de la base spatiale et on ne peut pas avoir aussi plus que 4 monstres dans chacun des étages de la base spatiale. Si on a des cartes qui ont des effets de fin de ronde, donc que ce soit des cartes d'objets, des cartes de mission, des cartes de réaction, on va appliquer ces effets-là maintenant. Et ensuite, on va déplacer le marqueur de ronde vers la gauche. Donc, on va passer à la ronde suivante. Si le marqueur de ronde se rend au bout de la piste complètement, on va passer en mode cauchemar. En mode cauchemar, on va retourner les statistiques des monstres de l'autre côté. Donc, tous les monstres seront plus puissants. Et le joueur héros va perdre 2 santé mentale à chacun des rondes lorsqu'il y a le mode cauchemar. Lorsqu'on est en mode cauchemar, on ne peut plus revenir en arrière. Même si on a un effet de jeu qui nous donne un nouveau ronde de jeu, on va rester en mode cauchemar jusqu'à la fin de la partie. Lorsque le héros va réussir une de ses 2 missions de départ, on va recevoir une récompense selon la difficulté de la partie qu'on a choisie en début de partie. Donc si c'est une partie normale, on va gagner une ronde supplémentaire, donc on va avancer vers la droite et on va gagner 3 points de vie ou 3 points de santé mentale. Donc ici je pourrais guérir ma santé mentale de 3.
Et lorsqu'une des missions de départ a été faite par le héros, il va avoir accès à sa mission finale. Donc on va regarder le setup de la mission finale à ce moment-là, lorsqu'elle va être active. On va suivre les instructions et si le héros réussit à accomplir sa mission finale, il va gagner la partie. Pour le joueur qui joue le méchant, donc il va essayer de tuer le héros, donc il va essayer de baisser sa piste de vie à 0. Et la piste de santé mentale aussi. Si une des deux pistes est à 0 et qu'on reçoit d'autres points de dégâts, on va perdre des points de santé. Donc on va perdre de l'autre piste à ce moment-là. Et si les deux pistes arrivent à 0, le héros va mourir. Et le méchant Mastermind extraterrestre va remporter la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Alone. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Alone? On va regarder les points positifs. Premièrement, il y a beaucoup de beau matériel à l'intérieur de la boîte, autant les figurines qui sont très cool, les espèces de monstres, les vers, les aliens. On a aussi un gros boss qui est un plus gros ver vraiment très cool qu'on peut utiliser dans certains scénarios. On a les héros. On a 4 héros différents à l'intérieur du jeu aussi, qui ont chacun leur figurine, fait que ça c'est quand même très bien. Tous les jetons de carton sont assez épais, donc les portes, les tuiles qu'on utilise, les différents jetons, donc du très bon carton, donc ça c'est encore très bien. J'aime le visuel du jeu, quand on regarde justement la boîte du jeu, ben on sent que ça va être un jeu thématique, on sent qu'on s'en va dans un jeu d'horreur, science-fiction, ça me fait vraiment penser au film Alien évidemment, ça me fait penser à un jeu vidéo de style Dead Space, fait je pense qu'on a misé beaucoup sur l'ambiance dans ce jeu-là et je pense que c'est très bien réussi pour le côté thématique. Donc quand on joue le héros, on sent vraiment la pression, on sent vraiment le stress de ok, on entend des bruits partout, on sait qu'il y a des monstres qui s'en viennent, il fait noir, on sait pas trop quoi faire, faut qu'on essaie de maximiser nos actions pour essayer de se rendre à notre mission. Au début de la partie, on n'est vraiment pas équipé, on est vraiment fragile. Fait que là, les premiers monstres qui nous attaquent, on a comme pas grand chose pour se défendre. Souvent, on va prendre la fuite, comme on ferait un peu dans ce genre de film-là. On va se sauver parce que les monstres sont trop forts au début. On va aller s'équiper, on va aller fouiller des pièces, on va ramasser des équipements. Donc le feeling thématique, on sent qu'on va raconter une histoire après la partie, puis on va faire ok, c'était vraiment cool. Quand tu m'as fait une embuscade à telle place, ou quand j'ai réussi à faire ma mission, ça m'a donné telle affaire, ou tel objet que j'ai réussi à upgrader avec un autre. On a vraiment le feeling de jeu de survie, d'horreur, donc très thématique. Donc ça c'est très bien réussi à l'intérieur du jeu, je pense que c'est vraiment une de ses forces. Pour la rejouabilité, on a quand même beaucoup de missions, donc le paquet de cartes missions est assez grand, on a beaucoup de sortes de missions aussi différentes. On a même aussi une espèce de livret de campagne, on va avoir 10 missions dans la campagne. Et dans le fond, dans chacune des missions, le héros va être différent, donc dans une des missions, ça peut être le capitaine, dans l'autre, ça peut être le médic. Et dans le fond, si on la fait avec 4 joueurs, c'est que chaque joueur va s'assigner un héros. Et quand ça va être ton héros qui va être le héros de la mission, mais tu vas jouer le héros, puis les 3 autres joueurs vont pouvoir jouer les méchants et vice versa, on va pouvoir avancer dans la campagne. Les missions vont être fixes dans les scénarios de campagne, fait que si je prends la mission 1, mais on va avoir telle mission qu'on va devoir faire, donc ça va être thématique selon la mission, on peut avoir des règles spéciales aussi qui vont s'ajouter à l'intérieur des missions, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant si on veut faire une campagne avec Alone pour jouer avec d'autres joueurs. Ensuite, pour la durée des parties, on dit sur le jeu de 90 à 120 minutes. La plupart de mes parties se sont finies environ en 75 minutes, ce que je pense c'est vraiment une bonne longueur pour ce type de jeu-là. On veut pas que ça s'allonge trop. Si ça durait au-delà de 2 heures, ça serait un peu trop long pour ce style de jeu-là. Fait que je pense qu'ils ont bien réussi à faire que le jeu a quand même une bonne durée qui n'est pas trop longue. Fait que ça, c'est encore une fois un bel exploit à l'intérieur du jeu. Pour les côtés négatifs, le premier c'est qu'il y a excessivement de règles à l'intérieur du jeu et la façon de les apprendre n'est pas évidente. On a 3 livrets d'instructions. En partant, ça donne mal à la tête. Donc on a un petit livret introduction qui nous dit comment faire le placement initial et tout ça, des règles, les grandes lignes de comment la partie va se dérouler. Puis après ça, on a un livre d'instructions pour le héros, un livre d'instructions pour les méchants. Donc là, le jeu assume qu'on va donner le livre d'instructions aux joueurs qui jouent le héros, qu'on va donner le livre d'instructions aux autres joueurs qui jouent les vilains. Mais en pratique, c'est rarement ça qui arrive. En pratique, on a une personne qui connaît le jeu puis qui l'apprend aux autres joueurs.
Donc pour une personne, d'apprendre les deux livres en même temps, c'est un peu intense. Puis évidemment, des fois, telle règle, ok, est expliquée dans ce livre-là. Puis là, bon, elle va être plus en détail dans l'autre. Fait que là, il faut passer d'un livre à l'autre pour comparer tout ça. Donc c'est quand même un fouillis d'apprendre les règles avec ces petits livrets-là. Puis il y a quand même beaucoup de textes, beaucoup d'informations à l'intérieur. Fait que s'il y a beaucoup de règles à assimiler, beaucoup de petits détails aussi. Fait que c'est pas évident apprendre le jeu. Une fois qu'on l'a appris, ça roule quand même bien. L'autre côté négatif, malheureusement, c'est le nombre de joueurs. Donc le jeu est fait de 2 à 4 joueurs. Et le jeu, évidemment, on avait fait le marketing autour de... On offre un jeu tous contre un, mais cette fois-ci, le tous, c'est les méchants au lieu d'être le 1 qui est les méchants habituellement. Et malheureusement, ça fonctionne pas très bien. Donc, j'ai joué à 2 joueurs. On a vraiment adoré les deux notre expérience de jeu. Autant le héros que le vilain, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. La partie roulait rapidement, tout ça. Et après ça, j'ai essayé à 4 joueurs, justement, où on était 3 joueurs cachés en arrière de l'écran. Et à 3 joueurs en arrière de l'écran, pour vrai, ça sert pas à grand chose, en fait, à part allonger la partie. Et on peut pas se montrer nos cartes quand on est en arrière. On a juste moins de cartes. Puis dans le fond, quand c'est le temps de jouer une carte, là, je peux dire, moi je veux jouer une carte, mais moi aussi je vais en jouer une. Fait qu'on essaie de s'astiner sans trop donner d'informations, évidemment, pour pas que le joueur héros entende nos stratégies puis les cartes qu'on a. Fait que j'ai trouvé que ça fonctionnait pas super bien, puis ça faisait encore plus de temps d'attente pour le héros qui était comme les bras croisés, puis qui attendait que les autres arrêtent de s'astiner à savoir qui allait jouer la carte. Donc j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment pas bien à 3 ou 4 joueurs. Donc pour moi, ça va vraiment rester un jeu à 2 joueurs. Ça me fait penser un peu à Star Wars Rebellion, qui est vraiment encore une fois optimal à 2 joueurs, même si ça se joue à 4 joueurs avec certaines variantes. Je pense que ça reste dans l'essence un jeu à 2 joueurs, puis je pense que Alone, pour moi, ça va rester dans l'essence un jeu à 2 joueurs. Alone, je vais lui donner une note de B. Donc pour moi, un bon jeu Ameritrash, excessivement thématique, dans un univers assez riche, assez intéressant, avec du très beau matériel. Un jeu que la tension est vraiment là, l'espèce d'univers, la noirceur, le fait qu'il faut explorer, qu'on sait pas trop ce qui se passe, on entend des bruits. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment bien réalisé. Un jeu qui roule très bien encore une fois. Mais malheureusement un jeu qui pour moi va rester un jeu à 2 joueurs pour avoir des expériences qui sont plus intéressantes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Professeur Board Game. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant notre petit bonhomme ici en bas. Vous pouvez aussi venir nous donner sur notre page Patreon si vous aimez le contenu qu'on crée, et vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sur l'excellent site web jeudéclic.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.